Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour et bienvenue dans le 14e épisode du podcast Outrospection. J'espère que vous vous portez bien en ces temps difficiles et que vos proches vont également bien. J'ai décidé de me lancer dans un épisode que j'ai pas forcément ultra préparé parce que j'avais simplement envie de vous parler de manière assez spontanée, sans trop de préparation, sur un sujet qui me parle énormément et de partager avec vous peut-être des remèdes, en tout cas des choses que moi j'applique personnellement et qui pourraient aider certains d'entre nous en ces périodes compliquées à peut-être faire face et à combattre leur anxiété, leur angoisse naturelle. Moi, il faut savoir que historiquement, je suis quand même une grande anxieuse, une grande angoissée. Je l'ai toujours été depuis petite et malheureusement chez moi, c'est très symptomatique puisque c'est des choses qui se ressentent à la fois sur ma peau ou alors ça peut se ressentir même dans la manière dont je me sens, par exemple d'avoir la nausée ou de plus pouvoir rien manger parce que l'angoisse m'envahit à tel point que j'ai même plus la maîtrise de mon corps et de mes sensations en fait. Donc c'est très bizarre mais c'est aussi très handicapant puisque voilà, quand l'angoisse monte comme ça et que ça vous prend jusqu'à la gorge, bah, c'est très difficile d'arriver à reprendre le dessus et à se dire ça va aller. Et le gros risque évidemment c'est de rester paralysé par cette angoisse ou de prendre de mauvaises décisions parce que c'est terrifiant. Donc pour ma part, c'est quelque chose que j'expérimente depuis longtemps, que je pense que je continuerai à expérimenter, mais je me soigne parce que aujourd'hui, je pense que c'est important de pouvoir le reconnaître. Il n'y a pas de honte évidemment à avoir de l'angoisse, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est d'être capable de reprendre le dessus en fait, sur son corps et sur ses émotions. Et c'est vrai qu'en ces temps très compliqués, c'est d'autant plus difficile de prendre le dessus parce que, on est, submergé d'informations qui sont hyper anxiogènes, qui viennent ajouter du stress, qui viennent ajouter des incertitudes et tout ça qui monte comme ça en épingle. C'est la parfaite recette en fait pour les grands angoissés et pour les mettre vraiment, 6 pieds sous terre. Cela dit, même si on ne peut pas avoir un impact sur ce qu'il se passe autour de nous, on peut tout de même avoir un impact sur ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous partager justement ces remèdes qui, moi, m'aident dans les moments difficiles à reprendre le dessus. Et on commence tout de suite par ce premier remède, en quelque sorte, qui est d'être dans l'instant présent. Et je sais, on entend beaucoup être dans l'instant présent, etc. C'est plus facile à dire qu'à faire dans la mesure où on est au quotidien. On ne peut pas s'empêcher d'avoir des pensées qui nous traversent l'esprit tout le temps. Et si vous êtes angoissé ou si vous avez déjà expérimenté des crises d'angoisse, etc., vous savez pertinemment que en fait, c'est pas exactement comme du stress. L'angoisse, c'est quelque chose qui se vit profondément de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut littéralement être en train de mourir sur place et continuer à sourire et continuer à vivre sa vie, mais personne ne le sait parce que c'est vraiment un combat en fait interne. Et c'est vrai que ce combat interne, il est souvent nourri par le fait qu'on a cette difficulté à être dans l'instant présent, dans le moment présent. Et moi, je bataille tellement avec ça parce que je me rends compte que en fait, je suis souvent ailleurs. Même si je suis là, je suis pas vraiment là. C'est-à-dire que on peut être amené à penser à des choses qui se sont passées, on peut être amené à penser à des choses qui vont arriver, et en fait, on est très peu dans ce qu'on est en train de faire juste maintenant, tout de suite. Et c'est vrai que c'est problématique, et c'est aussi à l'origine de l'angoisse parce qu'il y a une forme de résistance. En fait, quand vous êtes en train de penser à autre chose que ce que vous êtes en train de faire ou voilà ce que vous regardez au moment présent, la discussion dans laquelle vous êtes dans une résistance du moment présent. Et la résistance, le résultat de la résistance, bah, c'est la douleur en fait, parce que plus on résiste et plus c'est dur. Et par conséquent, ne pas être dans l'instant présent, évidemment, ça crée des angoisses, mais ça crée aussi des problèmes. Je donne un bête exemple, mais je pense que ça arrive à tout le monde, hein, au moins une fois. Mais des fois, je suis tellement dans le speed. Allez, je dois vite partir le matin, etc. Je me prépare et puis je repasse en deux une chemise dans ma chambre. Et en fait, quand je pars, j'ai un vieux moment de stress parce que je me dis, est-ce que j'ai bien débranché le fer à repasser? Et c'est horrible. Cette interrogation, elle me tient comme ça, je sais pas, à
4 minutes, 5 minutes, mais je me dis pendant un moment donné, est-ce que tu l'as bien débranché? Et parfois, franchement, pour être honnête, c'est tellement douloureux en fait, toutes les pensées qui me passent par la tête à ce moment-là, que je suis même voilà, obligée de remonter pour vérifier que j'ai bien débranché, et je l'ai fait la plupart du temps. Mais en fait, je l'ai fait tellement de manière détachée, j'étais tellement pas dans le moment présent au moment où je l'ai fait, que en fait, je perds du temps. Je dois revenir, je dois me dépêcher, je me mets en retard, et en fait, c'est pas très très grave, parce que là en l'occurrence, voilà, au pire je rentre chez moi, mais je me dis voilà, si vous avez un métier dans lequel vous devez être hyper concentré, parce que chacun des gestes que vous allez appliquer, bah, c'est déterminant. En fait, on se rend pas compte à quel point ne pas être dans l'instant présent, ça peut être problématique. Donc à la fois parce que vous êtes ailleurs et que vous vous créez des montées d'angoisse pour des choses qui n'ont pas lieu en ce moment, ou alors parce qu'en fait, faute d'avoir été dans le moment présent, vous vous êtes amené à revivre des choses, parce que vous êtes incapable de vous souvenir si ça a été fait ou pas fait. Et donc ça, c'est vraiment pour moi déterminant d'être dans le moment présent. Et j'essaye de le faire de plus en plus, et donc en fait, d'apprécier le moment que je suis en train de vivre là, tout de suite, maintenant. Si je suis dans une conversation, bah, essayer de donner 100% de mon attention maintenant, tout de suite, à la conversation. Si je regarde, je sais pas, une série, quelque chose, bah essayer le moins possible d'être sur mon téléphone, parce que ça m'arrive parfois, c'est horrible. Mais voilà, je suis en train de regarder quelque chose, et puis je sais pas, j'ai envie d'en savoir plus sur la série. Donc pendant que je regarde la série, je suis sur mon téléphone. Voilà, bon, j'imagine que Enfin, dites-moi que je suis pas la seule à faire ça, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que des fois, je check des choses, genre le casting de la série, etc. Et je me dis, bah mince, tu t'es mis une série, t'as voulu te créer un moment, pourquoi est-ce que t'es pas dedans? Et je pense que quand je dis le moment présent, c'est que aujourd'hui, avec la situation actuelle, le confinement, les incertitudes sur la durée, etc., on est beaucoup dans le futur, on est beaucoup en train de se demander quand est-ce qu'on va sortir, quand est-ce que tout ça va être levé, quand est-ce que, voilà, on va reprendre une vie normale. Et c'est tout à fait légitime. Honnêtement, ces questionnements, je les ai aussi. Mais c'est vrai que si vous leur donnez trop de place et que vous êtes déjà en train de faire toutes les hypothèses, la spéculation, ben en fait, vous êtes dans la souffrance, parce que vous manquez de réponses, vous manquez de certitude, et donc finalement, vous profitez pas du moment maintenant tout de suite. C'est sûr que c'est pas une situation idéale, et même pour beaucoup, c'est compliqué et très difficile. Mais cela dit, il y a aussi, quand on prend le temps de s'y intéresser, de se poser là-dedans, beaucoup de moments où bah, on peut en tirer énormément de la situation, en tout cas chacun à titre personnel, je dirais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais lui donner un titre un peu poétique. Je vide mes poubelles mentales. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une expression que j'ai découvert chez Jonathan Lehmann. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un auteur, et c'est aussi une personne qui est très très branchée développement personnel. Il fait beaucoup de méditation, et il a écrit un bouquin qui s'appelle Les Antisèches du bonheur. Et en fait, dans ce livre, je me mettrai les références dans les notes du podcast, mais dans ce bouquin, justement, il donne ses astuces pour être plus heureux, ou être un peu plus heureux chaque jour. Et parmi les choses qu'il fait, il parle de vider ses poubelles mentales, et j'ai vraiment bien accroché avec l'expression, parce que, en fait, j'aimais cette idée que vider les poubelles mentales, c'était en fait ni plus ni moins que finalement de passer par l'écriture. Et l'écriture, j'en parle beaucoup, j'en parle dans mon podcast, j'en parle sur mon Instagram, outrospection.lu, mais aujourd'hui, je considère que l'écriture, c'est une des pratiques qui m'aide le plus au quotidien. C'est-à-dire que, en tant qu'angoissée, je l'ai dit, j'ai plein de pensées en tête, j'ai plein de choses qui me pèsent, et en fait, le fait chaque jour d'écrire, et donc de vider mes poubelles en quelque sorte, m'aide à faire de la place pour le lendemain. Et donc, bah, quand je vide mes poubelles, ça passe par voilà, écrire toutes les choses qui me passent par la tête, les choses qui me pèsent, les choses qui me posent problème, les choses dont je suis heureuse, les choses qui me dérangent, ou les choses que j'ose pas formaliser verbalement, mais que j'ai besoin de sortir quelque part de ma tête, parce que elles m'embêtent.
elle me surcharge, ou alors ça peut être les to do, parce qu'en fait, j'ai le sentiment que quand j'écris ces choses-là, c'est une forme d'engagement aussi vis-à-vis de moi-même. Je sais que si c'est écrit, je suis plus susceptible de le faire, et donc voilà. En fait, plutôt que de rester avec mes pensées d'angoissée de la vie, je les couche sur papier et je me prive pas, et mes cahiers ressemblent à rien du tout. Je suis pas là en train d'appliquer des règles sur comment écrire bien mon cahier, ranger les choses. Il y a des gens qui le font et ils le font super bien. Moi, c'est pas mon cas, mais je pense qu'on peut quand même tirer profit de cette pratique de l'écriture, même si on n'est pas très très axé sur voilà, faire de jolis cahiers, écrire avec un joli stylo. Moi, ça ressemble à rien du tout. Sincèrement, mes cahiers sont dégueulasses. C'est mélangé avec des listes de courses, avec tout ce que vous voulez, des dessins, des gribouillages. En tout cas, je le fais parce que ça me fait profondément du bien, et ça, c'est mes remèdes aussi. Ça fait partie d'un de mes remèdes, voilà, anti-angoisse, où je me sors ça et je passe à autre chose. Troisième point, je pratique la gratitude. Alors, encore une fois, j'en parle dans mon podcast, mais parce que pour moi, ça fait partie en fait de mes habitudes du quotidien pour me sentir mieux et pour relâcher la pression. En fait, le fait d'être reconnaissante pour ce qu'il m'arrive, reconnaissante d'être en bonne santé, reconnaissante des personnes que je rencontre, etc. Voilà, des bonnes choses qui m'arrivent au quotidien me permet de prendre de la distance par rapport aux choses qui me stressent, qui m'angoissent, qui me prennent la tête ou qui m'énervent en fait. Et je sais que ça paraît bateau et voilà, j'invente rien en disant ça, mais c'est vrai que en étant reconnaissante de la moindre petite chose qui fait partie de ma vie, j'apprends à apprécier ma vie. Et je reviens un peu à ce que j'ai dit dans le premier point, mais le fait d'être reconnaissante me permet de reconnecter en fait avec le moment présent. Par exemple, si je suis en train d'observer le lever du soleil et que j'adore le ciel, ceux qui suivent mon compte aussi sur Insta ou quoi, j'adore publier des stories voilà, du coucher de soleil, du lever de soleil. Moi, je suis vraiment une dingue parce que ces choses-là, je les trouve tellement magnifiques, belles et simples. Et quand je les vis, je suis chaque fois impressionnée et à la fois heureuse d'avoir la chance de le vivre. Et je sais, ça fait un peu bateau, enfin, je le redis encore, mais pour moi, c'est des choses qui me touchent profondément, comme quand les gens m'écrivent des choses qui sont hyper perso, ou alors qu'ils me disent voilà, ce que tu dis là, c'est super important, c'est bien. Mais je crois que vous n'imaginez pas à quel point je suis reconnaissante pour ça, en fait. Je suis reconnaissante chaque seconde, et c'est ça qui fait que je suis bien dans ma peau aussi, parce que je suis pas en train de courir après ce que je n'ai pas, en tout cas de moins en moins. Je n'ai pas cette frustration en fait de manquer, et je suis plutôt en fait dans ce chemin toujours de en fait d'accepter que ce que j'ai en l'état me comble et me remplit de joie. Et en fait, quand on commence à le pratiquer vraiment régulièrement, moi je suis pas encore la plus experte dans le domaine, mais ça fait au moins 2 ans que vraiment j'ai pris ce tournant de la gratitude et de lister les choses comme ça pour lesquelles je suis reconnaissante au quotidien. Eh bien, ça m'a apporté énormément. Et ça m'a permis d'être beaucoup moins frustrée, d'être beaucoup moins angoissée, de pas me créer en fait des problèmes que je n'ai pas. Évidemment, moi j'en parle parce que j'en vois les effets positifs. Peut-être que certains diront ouais, ça change rien pour moi de le faire, mais je pense sincèrement que la gratitude, c'est pas un truc qu'il faut appliquer, on va dire de manière scolaire, en mode bon bah là maintenant je me suis acheté un cahier de gratitude, et bah chaque jour je vais me forcer à noter des choses. Moi, je suis reconnaissante au quotidien, mais j'ai pas toujours des choses à écrire, et je me force pas à l'écrire non plus. Parce que j'ai pas envie que ce soit faux, j'ai pas envie que j'écrive des choses parce qu'il faut le faire, ou parce que voilà, dans le petit guide du développement personnel, c'est la chose à faire. Et quand je vous incite en tout cas, ou que je vous invite à le faire, c'est pas de manière militaire, mais c'est plus de vous laisser tenter. Voilà, mon conseil, c'est évidemment de le faire si ça vous fait du bien, de le faire si vous commencez à observer aussi des montées d'angoisse et des choses qui vous prennent un peu trop la tête de manière récurrente, parce qu'en fait, ça détourne votre attention du négatif, et ça le repositionne et ça le concentre sur les belles choses et les bonnes choses qui ont eu finalement un impact positif sur vous. Voilà.
Et enfin, je terminerai par quatrième remède de ma liste qui n'a rien de révolutionnaire non plus. Mais là aujourd'hui, je vous parle vraiment de choses que j'expérimente au quotidien et que j'ai testées. Et je voulais justement évoquer la méditation. Alors moi, dans mon cas, je suis pas, encore une fois, une pro de la méditation et je vais parler, on va dire même encore plus spécifiquement de la méditation guidée, parce que c'est par ce biais-là, en fait, que moi, je me suis introduite à la méditation. J'ai entendu beaucoup de choses sur la méditation, voilà, pas mal d'apps, pas mal de gens qui pratiquent et qui voient les bienfaits, beaucoup de gens que je suis et en fait, j'ai Jonathan Lehman dont je vous parlais un petit peu plus tôt, dans une vidéo qu'il a fait, je crois que c'est un TED, et je trouvais ça super intéressant. Il disait voilà que peut-être dans 100 ans, la méditation, ce sera pareil que se brosser les dents en fait. Et aujourd'hui, ça nous semble incongru de ne pas se brosser les dents, parce que c'est quand même notre hygiène buccale, mais c'est vrai que ça nous semble pas pour autant incongru de ne pas pratiquer la méditation. Et pour autant, la méditation, c'est une forme d'hygiène mentale. Et ceux qui l'expérimentent au quotidien peut-être verront de quoi je parle, et ceux qui ne le font pas du tout, bah, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve qu'il faut faire les choses qui nous tentent, et moi, pendant longtemps, ça m'a pas du tout tenté, et je me suis pas du tout sentie de le faire, donc je comprendrais totalement que ça parle pas à certaines personnes, mais c'est vrai que j'ai voulu justement commencer par la méditation guidée parce que j'entendais tellement de choses sur le sujet que je me suis dit, je me vois pas toute seule le faire. Je suis pas encore à l'aise, ça me parle pas. Donc il va falloir qu'on prenne la main et qu'on m'explique clairement qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je fais de la méditation. Et donc j'ai commencé comme ça à lancer des vidéos de méditation guidée, donc où justement bah il y a un instructeur, quelqu'un qui pose sa voix sur de l'audio. Alors souvent il y a une petite musique très légère qui est là en fond, et bah, la personne va vous donner voilà les consignes, qu'est-ce qu'il faut faire, comment vous mettre, comment recevoir en fait les consignes. Et c'est super intéressant parce que c'est très rare dans nos vies qu'on ait le temps de faire autant le vide. C'est vraiment c'est un moment en fait que je m'octroie parce que justement c'est difficile pour moi de le faire, j'ai pas toujours envie de le faire. Parfois, j'ai arrêté de le faire aussi, je tiens à le dire. Donc, je suis pas la fille la plus rigoureuse sur la méditation, mais je me suis obligée ces derniers temps à le faire de manière quotidienne parce que je me suis dit, tu sais, en fait, ça te fait du bien, ces moments où tu fais le vide. Donc, par faire le vide, j'entends que pendant la séance de méditation guidée, en réalité, je n'écoute plus rien d'autre que l'instructeur et sa voix. Je me concentre uniquement sur ça et lui-même le dit en général dans les audios, mais il y a toujours les pensées qui nous reviennent, même pendant la méditation. On peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que nous. Et moi, j'ai aussi des pensées qui me viennent et qui surgissent parfois. Au moment où j'ai envie de me concentrer et d'être dans ma méditation, et ben je pense à quelque chose. Et en fait, bah, quand vous faites un peu de méditation, vous avez justement, généralement, bah voilà, on tâche de déculpabiliser les gens par rapport à leurs pensées, à le reconnaître, qu'ils sont en train de penser à autre chose, mais à prendre cette pensée et à se reconcentrer encore une fois dans le moment présent. Donc en fait, je boucle un peu la boucle ici en vous reparlant de la méditation et de la méditation guidée, parce qu'en fait, ça a aussi cet effet positif où à travers un exercice, bah, je m'oblige à écouter ce que dit la personne qui fait la méditation, et je m'oblige aussi à me concentrer sur ma respiration, à ne pas laisser justement l'angoisse monter avec une respiration assez intense, assez forte, et je fais redescendre le rythme cardiaque, et c'est super bénéfique. Et si vous n'avez jamais testé, essayez au moins une fois, essayez de le faire proprement, parce qu'en fait, quand on sort d'une méditation, on se sent super reposé. C'est un petit peu comme si on avait tapé une micro-sieste. Enfin, pour moi, ça me fait cet effet. Et faut savoir que moi, je suis pas encore à un niveau où j'ai envie de méditer pendant 1 heure. Loin de là. Donc en fait, je commence petit à petit depuis à peu près 8 mois sur des méditations qui vont franchement de 5 à 25 minutes pour le moment. Parce que j'ai pas envie que ce soit trop contraignant. Des fois, j'ai juste envie voilà, de faire une petite méditation et juste d'avoir le sentiment de l'avoir fait et de passer à autre chose. Mais jusqu'à présent, je dois avouer que ça m'aide beaucoup. Et le fait de le faire, bah, ça commence à me faire de plus en plus de bien. Donc, je vais essayer de pas lâcher cette fois-ci et d'être rigoureuse. Mais s'il y en a parmi vous qui méditent aussi,
et qui sont plus avancés que moi, ce qui à mon avis est fort possible, bah, n'hésitez pas à me donner un peu vos retours et s'il y en a d'autres qui ne le font pas mais qui sont chauds de se laisser tenter, bah, franchement, allez-y parce que je pense pas que vous puissiez vraiment le regretter. Après vous pouvez peut-être vous dire: «C'est pas trop mon truc», mais je pense que s'il y a autant de gens qui en parlent et qui le pratiquent et qui voient les bienfaits, il faut peut-être s'y intéresser. Voilà, je dis pas qu'il faut forcément le faire et l'appliquer, mais au moins s'y intéresser et essayer de comprendre qu'est-ce que ça implique. Et voilà, on refera le point, peut-être d'ici 1 an ou 2, je serai à un niveau plus avancé, je vous parlerai d'autres formes de méditation, mais pour le moment, on est vraiment au niveau, beginner, de base. Enfin voilà, donc toutes ces petites choses que je vous ai citées aujourd'hui, évidemment, ça n'a rien de révolutionnaire, ça n'est pas magique, mais appliqué au quotidien, ça m'aide énormément à réduire mon angoisse naturelle. Voilà, eh bien je pense que j'ai fait le tour de ces choses que j'avais envie de vous partager. Pas été la plus précise possible, mais j'avais juste envie de faire quelque chose de naturel et de pas me prendre trop la tête parce que je pense que c'est comme ça que je suis vraiment la plus sincère et la plus authentique. Je veux pas que mes épisodes soient de parfaits modes d'emploi ou quoi que ce soit. Je veux juste que ça me ressemble et voilà. Et j'espère sincèrement que vous connecterez avec tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous retrouve très bientôt. Bye!